Merci d'accueillir à présent Florence Beaumassy, Bruno Mettling et Morgane Vidal. Comment imbriquer et manager intelligence artificielle et humaine dans les organisations et les équipes? Quel impact dans le People Operating System? Pour en parler, nous sommes donc avec Florence Beaumassy, directrice développement des compétences et formations chez Rexel. Bonjour, bienvenue. Bruno Mettling, président fondateur de Topix. Et Morgane Vidal, directrice Learning Group chez Veolia. Alors on a entendu, Sophia Merlot disait l'IA va être partout omniprésente et le soft skill sera déterminant. Maud Alvarez-Pereire insistait sur la nécessité que la technologie soit au service de l'humain. Bruno Mettling, l'impact de l'IA sur la transformation du travail, c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement chez Topix. C'est un sujet d'abord que je suis depuis de nombreuses années. Alors attendez, hop, je crois que le micro n'est pas allumé. Voilà, là c'est bon. D'abord, c'est un sujet que je suis depuis de nombreuses années. Ça a été rappelé à l'instant. Il y a effectivement une accélération considérable avec l'IA, on y reviendra. Mais c'est quand même un cycle d'impact du numérique sur le travail. Et moi, je me rappelle en 2015, quand François Rebsamen m'avait confié pour la première fois dans ce pays le soin de coordonner les points de vue des partenaires sociaux et des experts du numérique. Voilà, ce travail de fond, de réflexion. Et donc, c'est vrai que l'IA a changé beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a quand même expérimenté un certain nombre de processus pour travailler ensemble. Et c'est par exemple pourquoi il me semble essentiel aujourd'hui d'arrêter un fonctionnement qui, sur cette transformation du travail, se caractérise souvent par un cloisonnement, c'est-à-dire que le politique réfléchit de son côté, les responsables d'entreprise ici présents, les DRH, les CEO, réfléchissent de leur côté sur ces enjeux-là, et puis les partenaires sociaux, voilà. L'enjeu pour moi qui doit être posé en urgence, c'est ça qu'on s'attache à Topix, c'est de créer les conditions de ce regard partagé, croisé, entre le monde du politique, et c'est pour ça que je suis gré à 2 anciens ministres d'avoir participé aux travaux que Topix organise sur l'impact de l'IA sur le travail, le regard des DRH, dont certains sont ici présents de grands groupes, Jean-Sébastien est avec nous aujourd'hui, et puis enfin les partenaires sociaux au niveau national, qu'ils soient dirigeants syndicaux ou représentants des entreprises. Voilà. Donc on organise aujourd'hui ce regard croisé pour sortir un peu des postures, ce que j'appelle les postures, c'est-à-dire, je suis un peu taquin, mais c'est vrai que je n'ai rien qui m'énerve autant que de voir un cabinet en stratégie, fut-il aussi prestigieux, sortir 40,33% des compétences demain seront affectées par là, comme il disait en 2015, qu'en 2010, 40% de l'emploi salarié de ce pays aurait disparu. Voilà. Donc je dis que face à ces projections qui suscitent souvent une part d'angoisse, il faut poser le cadre d'une réflexion commune et partagée sur ces réflexions du travail qui rassemblent encore une fois les 3 dimensions, l'enjeu politique pour éviter les amendements de 2 heures du matin, comme je les appelle, à partir d'une intuition qui peut avoir des effets très, très, très négatifs dans les entreprises, ne pas laisser les DRH ou les CIE seuls face à un phénomène dont on a vu ce matin combien il est transversal, comment il impacte les fondamentaux de notre vivre ensemble en société et pas seulement en entreprise, et puis en même temps le regard des partenaires sociaux, parce que c'est vrai qu'il faut construire un cadre qui permet d'accompagner ces transformations. Et on y reviendra sur la question des partenaires sociaux et la façon dont ils se saisissent du sujet. Morgane Vidal, Florence Beaumassy, au-delà évidemment des gains de productivité évidents, en quoi l'IA est-elle une opportunité pour les collaborateurs de vos entreprises? Morgane Vidal. Alors, oui, ça marche. Bonjour à tous. Donc, l'IA est au cœur de la stratégie de Veolia, évidemment, autour de 2 grands axes. Il y a le collaborateur augmenté et les opérations augmentées. Le collaborateur augmenté, c'est l'ensemble des services essentiellement d'IA génératifs qu'on met à disposition de l'ensemble de nos collaborateurs au travers de notre plateforme Veolia Secure GPT qui a été lancée déjà en octobre 2023. Les opérations augmentées, c'est toutes les solutions d'IA qu'on va intégrer dans nos sites opérationnels, dans nos solutions opérationnelles, dans les usines, les incinérations, etc. Et donc, on a recensé, aujourd'hui, on est en train de recenser un grand nombre de use cases, de cas d'usage de l'IA. On en a recensé plus de 500. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y en a 50% qui sont sur les opérations. 50% sur le collaborateur. Nous, de façon évidente, ce qui pour nous était une évidence, c'était tout ce qui était sur les cadres, les populations plus digitales, plus connectées, les fonctions support. Mais en fait, les opérations sont très impactées également, y compris sur des métiers très opérationnels. Tout à l'heure, on parlait d'éboueurs. Nous avons des éboueurs, nous avons des égoutiers dans nos métiers. Et donc, le message que je voulais passer, c'est que tous les métiers vont être impactés. Ça, c'est notre conviction. D'où l'importance d'accompagner tout le monde le plus vite possible. Parce qu'en fait, l'IA présente des opportunités pour tous.
tous les métiers vont être impactés. Par contre, le niveau d'opportunité va être différent. C'est-à-dire qu'il y a ceux pour lesquels ça va être plus facile, ceux qui ont une appétence naturelle pour le sujet. Pour cela, l'IA va permettre d'aller très vite dans l'innovation dans leur métier, le changement dans leur façon de travailler. On parlait de gain de productivité, mais également de créativité. Ça, c'est des choses qu'on a commencé à voir déjà à émerger aujourd'hui. Ça, c'est une minorité. Et puis après, il y a tous les autres. Donc l'enjeu, c'est que ça ne soit pas un risque pour tous les autres. Donc l'enjeu, c'est d'embarquer tout le monde. Voilà. Florence Massy. Oui, alors donc en complément là, de ce que Morgane vient de dire, effectivement chez Rexel, la manière dont on voit l'IA générative, c'est aussi comme un allié, au-delà des gains de productivité. Je vais prendre par exemple 2 exemples. Nous avons une population composée à majorité de commerciaux, des vendeurs. L'IA ne va pas remplacer le vendeur. On a besoin de leur expertise, voire même on va avoir de plus en plus besoin de leur expertise pour vendre des solutions liées à l'énergie, pas juste des produits. En revanche, ce qu'on voit quand je dis allié dans l'utilisation de l'IA, on a développé effectivement des cas d'usage avec un Rexel GPT, donc effectivement un environnement sécurisé, qui est une vraie aide pour nos commerciaux. Ça les aide par exemple à faire des comptes rendus pour les clients après la visite. Ils mettent quelques mots-clés et ça leur sort un compte-rendu qu'ensuite ils peuvent retrouver facilement. À naviguer parmi les milliers de références catalogues, à être plus précis, d'autant plus qu'on vit dans un monde où quand un client pose une question, il veut la réponse de plus en plus vite, il ne veut plus attendre. Donc ce que va faire l'IA, ça va les aider à répondre plus vite et potentiellement de manière plus pertinente. Avec un effet aussi indirect pour les clients, que ces outils font par exemple des fiches produits plus autoporteuses, ça va mieux les rédiger. Donc on voit aussi des effets positifs sur les clients. Et là aussi, quand on parle d'alliés, donc il y a effectivement tout ce qui concerne nos opérations, donc la vente et les commerciaux, mais aussi on travaille sur l'expérience employée. Avec, si je prends l'exemple d'un nouvel embauché, quand il arrive chez Rexel, il a son parcours d'intégration. Mais une fois que c'est fini, il peut avoir encore plein de questions. Et donc on a certains pays qui testent de brancher, oui c'est vraiment brancher, notre Rexel GPT sur des bases de données RH, où le salarié est en capacité de poser des questions sur, au fait, c'est quoi la politique des congés. Donc de trouver l'information plus rapidement que envoyer, je ne sais pas à qui poser la question. Bruno Mettling, quel conseil donneriez-vous aux dirigeants aujourd'hui ? Le premier conseil aux dirigeants, c'est de créer un cadre commun d'intégration de l'IA. Je pense que l'IA a ses difficultés, mais c'est toute la transformation numérique, mais qu'elle amplifie considérablement. Acculturer l'ensemble. Voilà, on ne sait pas poser le cadre d'arrivée. Et donc, elle génère forcément une grande incertitude, et on sait par ailleurs qu'elle a des potentiels extrêmement importants de productivité, d'efficacité dans l'innovation, etc. Et donc, c'est très compliqué pour les dirigeants qu'on accompagne de pouvoir poser un cadre, parce qu'on adore, y compris dans le dialogue social, dire voilà, on est dans la situation A, on va à la situation B, voilà le chemin. C'est ça notre culture collective dans l'entreprise. Or, dans le cas d'espèce, on ne sait pas définir précisément le point B. Par contre, on a une multitude de situations d'urgence. Donc moi, ce que je me permets de recommander, ce qu'on fait, et qui fonctionne bien, c'est de dire, écoutez, je ne sais pas vous dire ce que sera l'IA dans 5 ans ou dans 10 ans, son impact précis. Par contre, on va définir ensemble un socle commun de connaissances sur l'IA, de conséquences de l'IA sur notre entreprise, de premiers cas d'usage de l'IA, de manière, encore une fois, à sortir d'une représentation qui, du coup, en l'absence de message de l'entreprise, est un peu inquiétante, un peu chacun se la fabrique de son côté pour fixer ce cadre commun. Rappelez-vous ce que beaucoup d'entre nous, moi j'étais à l'époque le DRH du groupe Orange, nous avions fait, y compris avec NetExplo, sur le passeport numérique. On avait dit à un moment donné, de la personne à l'accueil au président, on va partager un socle commun sur ce qu'on met derrière ce terme de transformation numérique, un mélange à la fois de principes, l'évolution technologique associée, mais aussi de déclinaison dans nos entreprises. J'invite vraiment sur l'IA à réfléchir à la pertinence de ce type d'approche. Oui, toute l'entreprise décide, quel que soit le pays, quelle que soit l'entité, qu'on soit dans la production, dans le bureau d'ingénierie, de partager un certain nombre de connaissances communes sur l'IA pour embarquer, et je pense en particulier aux moins qualifiés, à ceux qui ont le moins facilement accès à toute l'information qui est derrière l'IA et qui en font une représentation plutôt anxiogène aujourd'hui, qu'on fait ce que je disais sur telle ou telle annonce en matière d'impact emploi de l'IA.
Morgane Vidal, justement, vous parliez tout à l'heure, pour faire le lien avec ce que Bruno Mettling disait, de la nécessité d'embarquer tout le monde. Comment est-ce qu'on imbrique cette IA au sein des équipes et des organisations ? Alors, justement, ce qu'on a essayé de mettre en place très rapidement, c'est de donner ce cadre global, ce socle commun. Parce qu'on a vu les outils qui commençaient à être pris par chacun très très vite, avec des risques, avec des opportunités, et on voulait donner ce cadre-là. Donc, on avait deux enjeux principaux. Le premier, c'était aller très vite, parce que ça allait très vite sur le marché. Donc, il fallait qu'on aille vite. Le deuxième problème, c'était qu'on ne savait pas vraiment où on allait. Donc, faire une formation sans savoir ce qu'on va dire, c'était un petit peu compliqué. Donc, on avait besoin d'être agile. C'est pour ça qu'on a choisi une démarche présentielle, parce que le temps de construire un e-learning, il aurait fallu tout rechanger. Donc, mais avec un enjeu de taille. On a 200 000 collaborateurs partout dans le monde. Donc, la démarche que nous, on a choisie, ça a été de former des champions, plutôt en mode présentiel, alors en s'appuyant sur des fondamentaux sur la maison également, mais surtout un atelier. On a construit un atelier qui explique les fondamentaux de l'IA de façon très simple, un format court de 2 heures, les fondamentaux de l'IA, mais aussi les messages de Veolia. La stratégie, en tout cas dans les grandes lignes telles qu'elle a été définie il y a 1 an chez Veolia, les outils qui existent et la découverte du prompt engineering. L'objectif de cet atelier, c'était vraiment de créer des discussions. Tout à l'heure, on a évoqué un petit peu ce point-là. C'est le fait d'avoir un ancrage local, c'est le fait que les gens puissent échanger pour prendre conscience des impacts. Alors, on ne savait pas comment les métiers allaient évoluer. Par contre, ce qu'on savait, c'est qu'ils allaient évoluer, que les meilleures personnes pour comprendre l'impact, en fait, c'est chaque professionnel. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a fait découvrir le prompt engineering pour qu'ils commencent à tester et qu'ils commencent à échanger entre eux sur qu'est-ce que ça veut dire pour leur métier. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a formé 400 champions dans le monde entier pour qu'eux-mêmes puissent s'approprier cet atelier et le traduire, l'adapter au contexte local. On a plus de 20 langues dans le groupe, donc il fallait aussi des gens qui puissent partager ça dans la langue locale et puis en étant pertinents dans les messages. Donc une démarche globale, un cadre commun, mais adapté au local. Et en parlant d'agilité, pour conclure, on est déjà à la 2e version, c'est-à-dire qu'on a lancé la première version de l'atelier des premiers pilotes en janvier. En mars, on avait formé nos champions. Et en septembre, on a déjà fait une V2 où on a reformé, mis à jour tous les champions, parce que entre-temps, on a fait des bonds de géants entre janvier et septembre. Ça va très vite. Florence Beaumassy, en préparant cette table ronde, vous m'aviez parlé de la nécessité un peu de démystifier l'IA. Effectivement, donc là, si on a eu une double approche pour démystifier l'IA, on s'est dit de toute manière, il faut mettre à disposition des salariés une offre, là on a mis en accès libre, vraiment, de modules qui parlent de l'IA, de ses impacts, comment faire un prompt, c'est tout bête, quand on a un Rexel GPT, c'est pas forcément intuitif. Et en parallèle, mettre en place une organisation, on a fait un appel à candidature en disant qui veut être bêta-testeur, il faut être curieux et avoir du temps, pour faire également tester les outils et remonter des cas d'usage intéressants pour les fonctions. Donc, et lever les craintes aussi, en fait, lever les inquiétudes par rapport exactement. à ça. Ouais. Lever les inquiétudes et montrer comment ça peut être utile et utilisé. Donc on a 300 bêta-testeurs qui ont été déployés en parallèle de ce qu'on a mis à disposition des salariés. On a 4000 personnes qui se sont spontanément formées sur des modules sur l'IA générative de base, hein, des modules assez courts. On a fait une offre c'est le micro-learning maintenant, on vit dans ce monde-là. Et également, on a eu une approche de former nos top leaders, mais plus en profondeur. Parce que si on veut démystifier l'IA et lever les craintes, il faut que les managers et les leaders ils sachent de quoi ils parlent, ils sont en capacité d'accompagner en fait, ce changement. Donc pour 150 top leaders exécutives, eux, ils ont eu un programme plus conséquent de vraiment 2 jours sur les impacts de la transformation digitale, l'IA et comment il faut penser la stratégie et pour vraiment aussi comprendre ces impacts-là. Bruno Mettling, vous l'évoquiez en tout début de table ronde, les partenaires sociaux, comment se saisissent-ils, comment appréhendent-ils ce sujet ? C'est compliqué pour eux pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils sont un des réceptacles privilégiés de l'inquiétude que suscite l'IA. 2, ils voient bien qu'à la différence d'autres sujets auxquels ils sont parfaitement habitués,
projeter à travers une négociation, à travers une consultation de la réponse de l'entreprise n'est pas possible pour les raisons d'évolution. Et donc, moi je suis frappé à la fois de la qualité des réflexions que certaines organisations syndicales, je vous invite à lire ce que la CFDT avait fait il y a 4 ans maintenant, hein, sur l'IA, même pas peur, ce que la CGC a pu produire aussi dans sa... Bref, il y a des travaux en interne qui montrent une vision et qui fait qu'ils sont quelque part, non pas complètement décalés en termes de prise de considération, des conditions de l'IA, etc. Et j'invite les DRH, hein, parfois tenter évidemment de les prendre connaissance de la qualité de ces travaux. Mais ça, c'est au niveau national, au niveau des fédérations de cadres, etc. Dans l'entreprise, ils sont le réceptacle naturel de ces craintes. Et donc par rapport à ça, il y a un vrai enjeu. L'enjeu, c'est que faute de pouvoir offrir une négociation précise sur un cadre d'IA, c'est quand même compliqué aujourd'hui en l'état actuel de son développement, il faut partager, là encore, je reviens toujours à cette idée-là, un certain nombre de visions communes et le faire à froid. Mon message, c'est qu'en particulier, l'efficacité, hein, on le voit quand le dialogue social le permet, se projeter ensemble dans des colloques, dans des réflexions, dans des learning expéditions, peu importe le terme, mais embarquer ces responsables pour poser ensemble un certain nombre d'enjeux sur l'évolution de l'IA, décorrélés de l'actualité immédiate pour qu'ils puissent ensuite se projeter efficacement dans les rendez-vous qu'il y aura avec l'entreprise. Mon deuxième message, c'est de la culture interne des organisations syndicales, et ça on le fait aussi à Topix, parce qu'on a des anciens syndicalistes hein, parmi nos experts. C'est important, on voit bien que la clé de notre fonctionnement demain, c'est le test and learn, c'est le cas d'usage par rapport auquel, et que la vision du dialogue social en France, elle est structurée sur un dossier abouti sur lequel on consulte, pardonnez-moi, une fois pour toutes. Donc on voit bien qu'on a aussi à faire évoluer les formes du dialogue social, les infoconsultes ou autres, pour projeter cette logique du test and learn, en substitution quelque part, alors là je me projette évidemment à 5 ans, 10 ans dans le dialogue social, à ce grand rendez-vous sur un dossier donné dont on a tous les tenants et tous les aboutissants, sur lequel on donne un avis ou sur lequel on fige une négociation. Donc voilà, ça c'est un autre message plutôt à destination des organisations syndicales. Comment on passe de notre dialogue social traditionnel à cette nouvelle façon d'aborder les problématiques, les sujets, les évolutions, à travers encore une fois du pilote. Oui, on donne un avis sur un pilote, tout n'est pas stabilisé, tout n'est pas forcément bien étudié, mais à l'inverse, la DRH s'engage, ou le responsable métier, à venir les revoir dans 3 mois, dans 4 mois, pour parler des conditions de généralisation, des conditions, etc. Et cette nouvelle façon d'aborder le dialogue social, c'est aussi pour moi, dans un pays comme la France, une des clés de la réussite du déploiement de l'IA. Il y a un adage que j'aime beaucoup, c'est bien des pays du Nord, c'est en été qu'on répare son toit. N'attendons pas, encore une fois, les crispations face à l'impact de l'IA non maîtrisé sur telle ou telle situation d'emploi pour poser ensemble, là encore, ce cadre commun de réflexion. Florence Beaumassi, Morgane Vidal, comment l'IA impacte-t-elle le rôle du manager ? En fait, pour moi, il y a deux grands types d'impact. Il y a tout d'abord dans sa façon de travailler, dans la façon de travailler des managers. Donc, évidemment, comme tout le monde, ils vont gagner en productivité, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser l'IA comme un super assistant du manager. D'avoir, par exemple, une aide sur comment faire un feedback, d'avoir une aide sur gérer une situation difficile. Donc les managers vont pouvoir être augmentés dans leur rôle actuel grâce à l'IA. Et leur rôle va évoluer également par rapport à l'importance du relationnel, l'importance du collectif. C'est déjà un élément clé du rôle du manager. Plus on va être dans un monde augmenté, plus ce rôle-là, le rôle du manager sur créer le collectif, lutter contre l'isolement, justement. On ne veut pas avoir une somme d'individus isolés travaillant chacun avec leur IA. Donc c'est travailler sur ce collectif. C'est également donner l'espace pour être plus créatif, utiliser l'IA grâce pour gagner en innovation collective au niveau de l'équipe. Donc donner cet espace-là, mais donner aussi le cadre. Donc les managers, nous, l'année prochaine, notre objectif, c'est vraiment d'avoir un focus sur les managers, notamment sur le cadre éthique, les AI Act, donc le cadre légal, l'usage responsable de l'IA, les choix qu'on va faire dans l'usage de l'IA entre l'impact environnemental, dans quel cas est-ce que c'est pertinent parce que l'IA va nous faire avoir un impact, va créer de la valeur également d'un point de vue environnemental, dans quel cas ça n'est pas légitime. Donc le rôle du manager va être fondamental là-dedans. Florence Beaumassi. Oui, effectivement, donc en complément, le manager est donc à la fois partie prenante, mais aussi accompagnateur du mouvement. Et ce qu'on voit aussi arriver, c'est dans quelle mesure repenser son organisation, repenser aussi les tâches de ses collaborateurs par rapport à ce qui aussi remonte dans leur utilisation de l'IA générative. On voit qu'il y a beaucoup plus d'automatisation des tâches, il y a des tas de choses qui se transforment. Donc c'est comment je repense quelque part la charge capacité et accompagner l'évolution des compétences de mes collaborateurs qui vont voir certaines tâches
à la fois disparaître, qui vont être plus dans le je contrôle, je vérifie, plutôt que je fais. Prends l'exemple de la compta fournisseur, par exemple, c'est un exemple où il y a beaucoup d'évolution et beaucoup d'automatisation. Mais ça ne veut pas dire que le comptable il va disparaître. Par contre, regarder les écarts, vérifier les opérations, donc ça fait évoluer. Pour moi, le manager a un rôle vraiment crucial de comprendre la technologie, comprendre l'impact et du coup vraiment de repenser, de travailler avec ses collaborateurs pour repenser leur métier et surtout les guider dans l'évolution des compétences et être à leur écoute aussi sur les cas d'usage qui permet de rendre leur métier plus intéressant dans certains cas. Bruno Mettling, l'IA va transformer vraiment le rôle du manager, va le faire en tout cas considérablement évoluer. Oui, c'est clair qu'avec l'IA, le repositionnement du rôle managérial devient clé et ça a été dit à plusieurs reprises, notamment dans l'accompagnement, les transformations des compétences. Mais moi, à ce stade, j'ai un message qui me semble très important quand on regarde les conditions de succès des cas d'usage d'IA qui se développent dans les entreprises. En réalité, quand on part d'un cas d'usage, on voit bien qu'il y a 3 acteurs face au déploiement de l'IA dans les entreprises. Vous avez évidemment le métier, et donc la ligne managériale en première ligne, l'exécution de ce métier, qui porte évidemment la potentialité de l'IA. Vous avez 2 acteurs, avec beaucoup de conviction, qui ne doivent pas rester à la traîne. Vous avez l'acteur IT, l'IA a des tas d'impacts sur l'architecture des systèmes d'information qui peuvent être extrêmement importants, la maîtrise des données, je ne développe pas plus. On voit bien que c'est le 2e acteur qui doit être absolument présent dans tous les déploiements de ces situations, de ces cas d'usage. Et puis vous avez la fonction RH. Et moi c'est vraiment un de mes messages. S'il y a une bataille à mener pour la fonction RH, c'est qu'en permanence, elle soit associée en proximité à la ligne managériale qui symbolise l'attente métier, le déploiement métier, à côté de l'IT. Je le dis parce que c'est là qu'on va pouvoir construire au quotidien et en proximité les équilibres intelligents dont le déploiement de l'IA a besoin. Et l'anticipation des évolutions qu'elles appellent. Donc voilà, pour moi, ce couple manager, technologie, j'allais dire garant de la technologie et RH, c'est le trio indispensable au déploiement. Il faut qu'aucune des fonctions, et comme une fois c'est la bataille de ma vie ça, la fonction RH en particulier, ne peut pas rester trop en retrait des cas d'usage pour constater dans un 2e temps, c'est ça le schéma classique, les conséquences de l'IA sur les compétences, sur les métiers, sur les emplois, et essayer de reconstruire a posteriori des déséquilibres qui ont été rompus. Donc voilà, mon message il est clé, il faut vraiment le manager, le DRH, et le responsable de la technologie qui travaillent ensemble autour des cas d'usage pour accompagner le déploiement de l'IA qui est irréversible. Essayons de nous projeter un peu. Alors, je ne vais pas vous demander de faire le travail à horizon 2050. Que comptez-vous faire avec l'IA à horizon peut-être 2030 ? Morgane ? Alors, moi, mon horizon, ça va être 2027. C'est l'horizon de notre plan stratégique. Ça me semble déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, clairement, l'IA complètement intégrée dans les services et dans les solutions qu'on va apporter. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'on disait sur le rôle du RH. Justement, on a mis en place une gouvernance avec un comité stratégique qui pilote l'ensemble de la feuille de route IA avec le business, avec évidemment la direction IT et notre DRH qui est partie prenante et tout le travail qui est mis en place en ce moment de test and learn sur les use cases, les premiers use cases métiers. Là, on est en train de sélectionner les fameux use cases dont je vous parlais tout à l'heure. On va les tester et on va voir ceux qu'on va pousser à l'échelle. Tout ce travail-là, l'ARH va être associé à ça pour pouvoir justement anticiper et derrière accompagner les impacts sur les métiers. Donc, peut-être un dernier mot sur l'impact, sur la projection que j'ai. Je ne sais pas quelle forme ça prendra. Par contre, une chose est sûre, c'est ce potentiel de créativité dont on parlait tout à l'heure, qui pour moi, notre enjeu, c'est de réussir à le capter et à le mettre en place, en fait, à capitaliser dessus. Je vous donne juste un exemple. Dans les programmes talents et dirigeants, on a systématiquement, depuis des années, on les fait travailler sur des problématiques, en petits groupes, sur plusieurs mois, et puis à la fin, ils restituent leurs recommandations. Depuis des années, on était un petit peu toujours au même niveau, c'est-à-dire qu'ils imaginaient des solutions qui souvent s'appuyaient sur du digital, et puis ils étaient très vite bloqués. Donc là, on a passé un cap dans les restitutions de nos groupes de travail aujourd'hui, parce que avec l'IA, ils ont la capacité d'aller beaucoup plus loin, avec l'IA générative, je parle de l'IA générative là, ils ont la capacité d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'ils identifient un problème et ils vont construire des prompts qui permettent déjà de voir la valeur qu'on est capable de créer
Et les propositions qu'ils font sont beaucoup plus concrètes, pragmatiques et avancées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel professionnel qui connaît son métier, qui identifie un problème, donc l'esprit critique dont on parlait tout à l'heure, s'il maîtrise l'IA, il est capable d'inventer des solutions pour répondre aux problèmes et même de les mettre en œuvre lui-même, alors qu'avant, il fallait qu'il s'appuie sur l'IT pour mettre en œuvre. Il y a quand même un petit peu besoin d'IT derrière. Mais il y a une démocratisation, cette capacité d'innovation. Et moi, je pense que notre enjeu, c'est de réussir à armer tout le monde, enfin tout le monde, en tout cas un grand nombre de personnes, pour qu'ils puissent mettre ça en œuvre et que chacun puisse innover. Florence ? Oui, en complément, je dirais que quelque part, nos métiers se sont toujours transformés. Si on repense à comment on travaillait il y a 10 ans, ce n'était pas la même chose d'il y a 15 ans, ce n'était pas la même chose d'il y a 20 ans. Donc, ce qui est quand même formidable, c'est que l'être humain sait s'adapter, surtout si on est bien accompagné. Et là, j'insiste sur l'adoption et l'accompagnement. Donc, nos métiers sont toujours transformés. Ça sera probablement plus facile pour les générations qui arrivent après nous parce qu'ils sont nés dedans. Donc, pour eux, un métier, de toute manière, intégrera des assistants, des agents, de l'IA générative, aura des use cases. Nous, on est effectivement plus dans un moment de transition, mais on voit les bénéfices effectivement de former, d'amener alors, former en physique, effectivement, il y a tout ce qui est module e-learning, mais vraiment d'accompagner avec de vrais cas d'usage tous ces changements auprès des collaborateurs. Donc nos métiers, oui, vont se transformer, mais ils se sont toujours transformés. Ce qu'il faut voir, c'est quelle opportunité on en prend, et je suis effectivement, pour rebondir, tout ce qui est innovation et créativité, ça peut être de formidables, alors, je sais pas trop comment dire en français, sounding board, là, pour des fois une IA, ok, je parle à une IA, bah oui, comme je parle à un collègue, donc j'ai l'avis du collègue, et j'ai l'avis de l'IA, et j'ai l'avis du manager. Ce qu'il faudra par contre vraiment apprendre, c'est à critiquer en fait les réponses qu'on reçoit et à pas les prendre comme argent compteur. On dit que les IA hallucinent, je pense qu'on le voit tous les jours, donc le copier-coller, ça va pas marcher. Par contre, ça peut nous aider réellement à avancer dans nos travaux. Donc c'est comment on s'en empare et comment on utilise ce potentiel d'innovation et de créativité. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Merci pour ce partage.